Donc Bob Crane pas content, genre tu refais ça, je te mets un coup de bout, tu vois. Ok, c'est peut-être ce qu'il voulait d'ailleurs. Ma sitcom bien aimée. On scrute la saison 1 de ta série comique préférée et on te dit ce que l'on en pense. Suivez les débats d'une bande d'amateurs, souvent nostalgiques, mais toujours sympathiques. Même que des fois, ils font des blagues pas drôles. Ma sitcom bien aimée est présentée par Ludovic Mokhtari et accompagnée par un invité heureux. Et aujourd'hui, c'est avec Butch, humoriste strasbourgeois. Salut mon Ludo. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, et toi? Ouais, super. Alors, pour commencer, j'aime bien un petit peu avoir un petit suivi entre nous. Allez, vas-y. Est-ce que, depuis notre dernière rencontre, tu as regardé des épisodes de Mariés 2 enfants? Absolument. Pas du tout, aucun, nada, vraiment pas. J'ai pas, je te l'ai dit, hein, ça a mal vieilli, du coup j'ai un peu de mal à. Ouais, pas du tout alors. À accrocher. Non, aucun épisode supplémentaire. Même comme ça en scred aux toilettes sur Dailymotion, 15 minutes de pub. Mais quelle horreur cette application de Dailymotion. Mais on ne déviera pas aujourd'hui. Donc non, j'ai pas regardé, j'ai pas repris la lecture. Et toi? Non, pas du tout. Non, mais alors déjà j'ai pas le temps en ce moment, mais vraiment, j'aimerais. Mais pas de possibilité là. Ah c'est vrai? T'aimerais quand même reprendre la lecture? Ouais, mais alors pas forcément, tu sais, m'acheter la saison 2, la saison 3, des épisodes par-ci par-là, voir comment ça a évolué, tu vois. Me rappeler un petit peu les souvenirs d'enfance, tu vois. C'est plus par, on va dire, nostalgie que pour le fameux suivi que je t'impose là, tu vois. Que je t'impose. Je devais faire le podcast, t'es obligé de regarder toutes les saisons en intégralité. Et je te donne 15 jours. Oh l'horreur. Alors, deuxième question. Est-ce que toi, tu as déjà fait, on va dire, est-ce que tu as déjà été en prison? Bah non. Pas encore. Pas encore. Est-ce que tu as déjà fait l'armée? Non, j'y ai échappé de justesse. Et je regrette un peu aujourd'hui. Mais, ah ouais? Ouais. Mais non, je l'ai pas fait, l'armée. Non. Je suis de 77, tu sais, c'est la dernière génération où le service militaire a été obligatoire. Mais j'ai fait traîner. Et puis, il se trouve que ma sœur connaissait quelqu'un qui connaissait le préfet ou je sais plus quoi. Bref, il y a eu intervention et j'ai pas fait le service militaire. Bon, allez, attaquons à notre sujet. Oui, parce qu'il y a une raison à cette question sur l'armée. Bah oui, il y a une raison, c'est qu'aujourd'hui, nous allons parler de Papa Schulz. Alors, j'imagine qu'en toi, il y a peut-être des souvenirs qui résonnent. C'est quoi ton premier souvenir de Papa Schulz? Alors, c'est très bête, hein, parce que je vais te ressortir le même souvenir que pour marier 2 enfants, mais pareil, c'est la demi-pension, c'est la pause de midi, où je rentrais chez mes grands-parents et où avant le journal télévisé sur M6, t'avais Papa Schulz qui était Stalag 13. Ah ouais, non, mais attends, Stalag 13, en plus, c'était sur le titre comme ça, c'était sur Canal+. Sur Canal, ouais. C'est pour ça que je l'appelle encore Stalag 13. Stalag 13. Mais à l'époque, c'était Papa Schulz. En tout cas, c'était comme ça que c'était présenté sur M6, hein, Papa Schulz. Et ça, c'était c'est des souvenirs d'enfance, quoi. Bon, j'ai envie de te dire que c'est à peu près la même chose pour moi, mais tout à l'heure, tu m'as dit un souvenir qui est pas mal, que ton grand-père, quand il te voyait regarder ça, qui faisait Ouais, parce qu'il trouvait ça débile au possible. Et quiconque a vu Papa Schulz se rend bien compte que dans les années 40, les camps de prisonniers, ça devait pas ressembler à ça, tu vois. C'était pas Disneyland comme... Et ça, je pense que ça le rendait fou, quoi, parce que pour lui, c'était pas un manque de respect, mais un petit mais j'arrive à comprendre s'il le prend comme un manque de respect, en tout cas comme un manque de véracité sur ce qui se passait là-bas. Et je pense que parce qu'elle date des années 60, si je dis pas de bêtises, cette série, c'était encore très frais quand même, hein. Ça avait à peine 15 ans, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et je pense qu'à un moment, en rire, c'était peut-être un poil tôt. Enfin, en tout cas, moi, alors attention, je trouve que la série est très respectueuse, hein. Pour le coup, il y a pas de fausses infos, etc. Mais on n'insulte personne. C'est pas insultant. Mais c'est vrai que je pense qu'un ancien combattant qui aurait fait un camp de prisonniers regarde ça en se disant, mais non. Bon, avant de partir dans le passé, est-ce qu'on s'écouterait pas un petit peu le générique? Ah oui.
Alors, que penses-tu de ce beau petit générique? Une petite musique militaire un peu rythmée. Pour annoncer une comédie, il y a déjà une prise de risque là, tu vois. Je trouve quand même entraînant ce petit générique. Il y a un petit côté semi-festif. Ouais, alors tu sens que c'est de la musique militaire allemande. Hein. On est d'accord que c'est pas... On n'est pas sur du Vivaldi. On n'est pas sur du Vivaldi, on est plus sur du Wagner, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que le générique est plutôt entraînant. Mais la première fois que tu l'écoutes, si tu sais pas ce que tu vas voir derrière, c'est assez étrange, je trouve, d'avoir une musique militaire pour une comédie, tu vois. C'est vrai. Là, oui, on est vraiment dans une ambiance très militaire. Hein. Ah, très. Tu vois les prisonniers. Gardes, tu vois les gardes, tu vois les prisonniers, tu vois comme à l'ancienne, tu vois tous les acteurs qui participent à cette série. Tu sais à quoi t'attendre, quoi. Ouais, bien sûr. On te ment pas sur la marchandise. Non, moi je trouve que ça fonctionne très bien, Papa Schultz, pour le coup. Et toi, tu l'aimes bien le générique, du coup. Tu le trouves entraînant? Moi, je le trouve entraînant, on va dire semi-festif. Je vais rester je vais pas aller plus haut, tu vois, semi-festif. Mais ce qui me fait vraiment marrer, c'est que quand il est fini ce générique, t'as vraiment une scène et ils te remettent un petit bout de générique. Oui, et ça, c'est ce que j'allais te dire. Ce générique, il est construit d'une façon très bizarre. Effectivement, t'as le générique, t'as une partie du générique, la musique, la présentation des personnages, etc. Ensuite, t'as l'intro de l'épisode, et après t'as une coupure comme si c'était le générique de fin. Et la première fois que tu vois, t'es pas habitué, tu te dis mais attends, quoi, c'est fini. Il y a eu 2 scènes littéralement, tu vois. Et je trouve que la construction pour une série des années 60, elle est très particulière en termes de générique. Mais je me demande, tu vois, s'il y avait pas une pub à ce moment-là. Bah c'est risqué alors, hein, parce que à la sortie de la pub t'as ton enfin ça fait très générique de fin. C'est la partie sur fond rouge avec le casque pointe. Oui, exact. Ouais. Et le képi posé dessus, et ça fait très fin de Benny Hill un petit peu, je trouve. Oui, exact. Ouais. Il y a une ambiance un peu Benny Hill dans cette série. Ouais. C'est dur de dire ça quand même. Ah non mais c'est vrai, il y a une ambiance un peu neuneux, quoi. Ouais. Butch, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur Papa Schultz? Bah, bien évidemment. Papa Schultz, Hogan's Heroes en anglais, c'est une sitcom de 6 saisons, 168 épisodes, diffusée entièrement sur la CBS. La série est créée par Bernard Fine et Albert S. Ruddy. Alors, retenez bien le nom de ce dernier, car on va en reparler à la fin de l'émission. Ce mec a enflammé vos dimanches après-midi. La saison 1 a 32 épisodes. Elle a été diffusée du 17 septembre 1965 au 29 avril 1966. Il faut attendre 1987 pour que Canal+ diffuse la série sous le titre de Stalag 13. Alors, pour le bien de l'émission, on va rappeler ce qu'est un stalacte. Alors, je sais pas si je prononce bien, désolé. Hein, Stalag. Un stalag, ouais. C'est un camp de prisonniers établi en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, dans lequel étaient internés les sous-officiers et les soldats alliés. Alors, mon cher Butch, on parle de guerre et de stalag, mais de quoi on peut bien parler dans cette série? Bah, cette série, elle raconte les aventures loufoques de prisonniers alliés détenus au Stalag 13 pendant la Seconde Guerre mondiale. Prisonniers qui agissent en toute liberté. Alors littéralement en toute liberté. Littéralement, ils font ce qu'ils veulent. Ah oui. Il n'y a pas de limite. Avec des évasions, des exfiltrations, des missions de sabotage, le tout orchestré par un colonel de l'armée américaine, le colonel Hogan. Oui, qui est très intelligent, qui a un coup d'avance sur tout, limite. Voilà, qui a le contrôle sur absolument tout ce qui se passe dans ce stalag, qui a mis en place une série de tunnels qui traversent tout le camp et qui traversent, on a l'impression que ça traverse l'Allemagne, littéralement, parce qu'ils peuvent se retrouver à Hambourg en 2 heures de marche. Donc c'est très particulier. Mais j'aime beaucoup cette série. J'aime beaucoup ce côté de la série. Le côté un peu force spéciale, tu vois, assigné à cette mission de désinformation finalement, et puis de perturbation de l'armée allemande. Et je trouve ça vachement intéressant, quoi. Alors, du coup, Butch, il y a des personnages dans tout ça. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Hogan, c'est l'officier responsable des prisonniers. C'est le leader du groupe et c'est un séducteur. Alors, c'est un séducteur hors pair. C'est entre guillemets. Ouais, entre beaucoup de guillemets, énormes les guillemets. Hein. On va dire séducteur de son époque. Voilà, il faut resituer dans les années 60, hein, d'accord? Séducteur à cette époque, c'est James Bond. Hein, ça veut dire, c'est voilà, façon Sean Connery. Voilà, c'est je t'embrasse et je te demande après si t'es d'accord. C'est un petit peu, non mais c'est vrai, c'est comme ça que ça se passe. C'est tellement ça, mais c'est tellement ça. Voilà. Et en plus, je trouve ça d'autant plus dégueulasse concernant ce monsieur qui est interprété par Bob Crane. On en reparlera un peu plus tard, parce qu'il y a un film qui a été tiré de sa vie, et on en sait un petit peu plus sur ce monsieur. D'accord. Et c'est pas tout... La réalité rattrape la fiction. Ou beaucoup plus. Seigneur. Oui, non, c'est un personnage quand même qui est très intelligent. Très.
très intelligent, mais il a pas de mérite parce qu'en face ils sont vraiment débiles quand même. Hein, oui, mais... et voilà, ils sont vraiment débiles. Il est entouré quand même de bons gars, on va dire, parce que lui, t'as pas l'impression qu'il fasse grand chose finalement. Il réfléchit. Et en fait, ce personnage, il en devient limite agaçant. Je sais pas si t'es de mon avis. Si, je vois ce que tu veux dire. Si, mais ils le sont tous. Hein. mais, il y en a peut-être moins que d'autres. Mais ouais, clairement. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est le côté flegme, le côté il y a pas de pression parce que rien ne peut arriver, parce que de toute façon, je sais ce qui va se passer, je sais ce qu'on doit faire. Ouais. Et il stresse jamais le mec. Jamais, never, mais jamais. Hein. C'en est flippant. C'est quand même censé être un camp de prisonniers, quoi. Ouais, non, mais c'est ça qui est ouf. Parce que par moment, dans cette série, il y a quand même des gros enjeux. Mm-hmm. Et le mec, à aucun moment, il stresse, il prend ça à la rigolade et il use, en fait, un petit peu de son côté séducteur. Mm-hmm. Parce que pas que envers les femmes, parce que même envers Klink, ou Schultz, il va un peu les séduire pour avoir ce qu'il veut, quoi. Oui, tout ça, parce qu'il les manipule, ouais. Et il les manipule, voilà. T'as trouvé le très bon mot, il les manipule, quoi, ouais. Donc c'est pas un personnage que j'aime beaucoup, et encore moins depuis que j'ai vu le film qui est tiré sur lui. sur l'acteur. Oui, sur l'acteur. Ouais. Non, mais du coup, tu vois, c'est un petit peu comme ce que tu disais, la réalité dépasse un petit peu la fiction. Bah, on n'est pas trop loin. Ok, j'ai pas hâte. tu m'étonnes. Ah non, tu te sens moite après, hein. Alors, ensuite, nous avons le sergent James Kinchlow. Alors, désolé pour le nom, hein. On l'appelle Kinch dans la série. Il est le responsable des communications et traducteur. Kinch est interprété par Ivan Dixon. J'ai un petit fun fact pour lui. Non, c'est un fun fact, là, hein. C'est pas un sad fact. Ok. Fun fact, alors, vous vous rappelez peut-être pas, pour ceux qui n'ont jamais vu la série, et pour ceux qui redécouvrent la série, Dixon était une personne noire. Et être noir dans les années 60 aux USA, c'était pas ouf. Alors, je connais des gens qui te diraient qu'être noir dans les années 2025 aux États-Unis, c'est pas ouf non plus. C'est pas ouf non plus. Mais bon, à 60 ans, dans les années 60, c'était encore pire. C'était encore pire. Hein. Par exemple, les bus qui étaient séparés en fonction de ta couleur. Ouais. Parce que t'étais noir, t'étais pas autorisé à rentrer dans un bar, un restaurant, ou comme ça, tu vois. Donc c'était pas ouf dans les années 60. Donc c'était une sacrée avancée sociale pour l'époque d'avoir un acteur noir en rôle secondaire et qui plus est avoir de l'importance parce qu'il n'était pas on va dire le valet de service, quoi. Non, il n'est pas le valet de service. C'est vrai que c'était une sacrée avancée. Il a pas un rôle non plus extrêmement expansif, hein, sur les quelques épisodes que j'ai vus. Il n'intervient pas systématiquement. Enfin, il est dans chaque épisode, mais ça, il vient. Tout dépend en fait. C'est un peu bizarre dans cette série parce que les seconds couteaux, on va dire, ils partent, ils ont jamais vraiment le même temps d'image, on va dire. Ça peut varier en fonction des épisodes. Il y a quand même le trio de base, Hogan, Lebeau et Carter, qui sont régulièrement représentés, qui ont souvent des lignes de dialogue. Ouais. Les autres, c'est beaucoup plus sporadique. En fait, c'est en fonction des besoins de l'épisode, quoi. Ouais, des besoins d'urgence. Il faut contacter un sous-marin ou les choses comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Peux-tu nous parler du sergent Andrew Carter, s'il te plaît? Bien sûr, le sergent Andrew Carter qui est le responsable des munitions, de la fabrication de bombes. On le reconnaît à son blouson en cuir et bonnet qui sont assortis. Le sergent Carter, il est interprété par Larry Ovis. Ovis, ouais. Tu sais, à qui me fait penser? T'es à Looping dans Agence Touriste. Ah, alors moi je trouve que c'est un mélange de Looping et de Futé. Je suis assez d'accord avec toi, mais je trouve que c'est un mélange Il y a un côté un peu irresponsable, mais en même temps le mec est super volontaire. Il y a un côté un peu aussi, je me fiche des conséquences. Il y a un épisode par exemple, il décide d'accomplir une mission en sachant très bien qu'il va se faire arrêter, en sachant très bien qu'il risque alors la plus haute sanction dans ce stalag, c'est le frigo. C'est un petit cabanon dans lequel ils vivent en isolement pendant quelques jours, tu vois. Mais il y va quand même, quoi. Et il est demandeur, il est volontaire, et voilà, le mec est un peu fou, mais hyper patriote, hyper envie d'en découdre avec l'ennemi, quoi. C'est pas un personnage où même l'acteur m'a pas forcément pas marquant. Ouais, ça va, ça vient, quoi. Moins marquant que Dwight, justement, le fameux Looping, quoi, tu vois. Ouais, non, Dwight, lui, il est marquant, lui. Bah oui. Caporal Louis Lebeau est le chef cuisinier. On le reconnaît facilement grâce à son bonnet et sa petite taille. Alors, petit fun fact, ça se voit pas dans la VF, mais Clary est français. Et d'ailleurs, il n'est pas rare qu'il s'exprime en français dans la version originale. Ah bah ça se voit, c'est parce qu'il a le drapeau de son... Ils ont tous le drapeau de leur pays d'origine. Oui, mais ça aurait pu être un Américain qui joue en français. Ça aurait pu. Comme dans The Boys, par exemple. Oui. Enfin, je sais même pas s'il est américain dans The Boys, mais... Bah, le français, tu veux dire. Ouais, le mec qui joue le français, je me demande s'il est même pas espagnol ou un truc comme ça. Ah, c'est pas impossible, ouais. Je m'en souviens plus. Bon, bref. Moi non plus. Mais toi, ils auraient pu prendre un américain qui joue le français, et ça se voit direct. Mais quand tu le regardes en VO, non, il s'exprime bien en français.
Ok. Ouais. Parce que le premier épisode que tu m'as envoyé était en VO, mais je suis pas passé au passage où on voit Clary, donc voilà. Mais le beau m'énerve. Pareil. Un personnage qui m'exaspère au possible. Pareil. Et je saurais pas te dire pourquoi, mais il m'agace, tu vois. Moi, c'est la pantalonnade aussi, c'est que c'est un petit peu le syndrome du figurant frustré. Je t'en parlais un petit peu hier. C'est-à-dire que même hors champ, il va vouloir se mettre en valeur, tu vois. Et il y a des passages, t'es là, mais mec, t'étais pas obligé, là. Peut-être des fois, t'as envie de dire, reste à ta place. Ouais, où il va se mettre devant l'autre figurant. Il va vouloir se mettre en valeur. Il va se mettre dans des position de bonhomme, c'est mal alpha, alors que bon, tu fais 1m60. Oui, en plus, il est petit, hein, par rapport à tout le reste du groupe. Il fait peut-être une tête de moins que les autres, quoi, tu vois. Donc là, t'as l'impression qu'il joue au cow-boy par moment, alors que t'as à côté, t'as Ivan Dixon, là, grand black, qui fait 2 mètres, carrure 120 kilos, tu vois. J'ai pas beaucoup aimé son personnage. En fait, il m'agaçait aussi autant que toi, quoi. Mais après, moi, il m'agace parce que c'est le personnage, il est français, donc forcément, s'il est français, il cuisine et il séduit des meufs, sauf qu'il le fait pas bien. C'est une catastrophe. Le mec est tellement mort de faim qu'il saute sur tout ce qui bouge. Après, je trouve que c'est une bonne représentation des Français à l'étranger. Mais non, très agaçant. Le personnage de Lobo, il est extrêmement agaçant, quoi. Peux-tu nous parler du caporal Peter Newkirk? Bah oui, c'est l'homme à tout faire du groupe. C'est un pickpocket, magicien, imitateur. Il est même bookmaker parce qu'il prend régulièrement des paris. Et Newkirk, il est interprété par Richard Dawson. Ouais. Un petit côté beau gosse, lui aussi, quand même. Bah, évidemment. Quand tu t'appelles Dawson. Forcément beau gosse. Ah ouais, en rapport avec la série? Bah oui. Ouais, bah voilà, beau gosse, tu vois. Bah oui. Est-ce que tu crois que la série Dawson s'est fait appeler Dawson grâce à Richard Dawson? Je suis pas sûr. À cause ou grâce, on sait pas. Parce qu'en plus, c'était son prénom. C'était son nom, là. C'était son nom? Dawson? Richard Dawson. Ah oui, non, Richard Dawson, mais dans la série Dawson. Alors là, je m'en souviens Dawson, plus. c'était son nom, c'était son prénom, non? J'ai arrêté de regarder ça quand je crois que j'ai commencé à avoir des poils. J'ai jamais regardé. Je suis pas fan des. Je crois que la seule série de l'époque que j'ai regardé, c'était Beverly Hills, et encore, je crois que j'ai dû voir 3 épisodes. Alors, les dramas avec des teenagers, je déteste ça. Ah oui. J'ai envie de foutre des baffes. Sauf Sauvé par le Gong. Ça, c'était bien. Ouais, alors on a fait la critique avec Carole. Ah ouais? Ça a bien vieilli quand même. Hein. Ah ouais? C'est bien à mater comme ça, un épisode par-ci, par-là, parce que la musique joue beaucoup. Oui. Tu sais, la musique, tu l'as tout de suite, c'est catchy, tu vois, machin, mais ça tourne vite en rond quand même. Mais après, c'était le début des années 90, le héros, c'était un blond, avec un sourire éclatant. Pas longtemps après, il y a un certain Leonardo DiCaprio qui a émergé, va savoir s'il y a pas c'était les critères de l'époque. Mais ouais, mais grave, ouais. Les critères de l'époque, blond, yeux bleus. tout ça et tout. Ah oui. Ah ouais. Les années 90, c'était l'apogée du blond aux yeux bleus. Le Californien, quoi. Ouais. Parce qu'en plus, le mec qui joue Zach dans Sauvé par le Gong, il est pas blond de base. Hein. Non. Ah ça, je savais pas. Non, ça. il est brun. Ah merde, ils l'ont teint pour le truc. Ah ouais. Bon. Ouais, tiens, en parlant de blond aux yeux bleus, est-ce qu'on n'en reviendrait pas à Papa Schultz? Ah oui, c'est vrai. Transition parfaite. Bah oui, évidemment. Transition parfaite. Évidemment. Alors là, on vous a parlé des Alliés, mais est-ce qu'on parlerait pas un petit peu des Allemands? Eux, ils sont bons. Dans cette série, ils sont bons. Alors, il y avait le colonel Klink, le boss du Stalag 13. Il se vante auprès de ses supérieurs qu'aucun prisonnier n'a réussi à s'échapper. Il possède un monocle. Klink est interprété par Werner Klemperer. Désolé si tu es allemand et que tu écoutes et que je prononce mal le nom. Tu risques plus rien de toute façon. Oui, oui, mais peut-être qu'il y a son petit-fils qui va écouter, tu sais. Peut-être. Tu vois, tu sais pas. Hein, on sait pas la vie. Le monde est petit, hein, quand même. Déjà là, je trouve que c'est bien d'avoir un casting avec des vrais Allemands et un casting qui sont international pour représenter justement l'international. Je trouve ça vachement bien. Pour l'époque, je trouve que c'est quand même dingue. Bah, c'était recherché quoi. En tout cas. Ils se sont pas foutus de notre gueule. Quoi. Par contre, quand tu la regardes, alors là pour le coup, Klink, je l'ai entendu parler en VO. Alors si le mec est allemand, je pense qu'il avait pas parlé la langue depuis longtemps parce que la façon qu'il a de parler, en roulant les R comme ça, c'était très particulier. Ou bien c'est l'Allemagne du Nord, tu vois. Ouais. Donc, je sais pas d'où il venait en Allemagne, mais sa façon de parler en VO, elle est très particulière. Mais ça se trouve, le mec, on sait pas, mais il est peut-être autrichien ou un truc comme ça. Peut-être. Il y a peut-être un truc comme ça aussi. Moi, il m'a marqué quand j'étais enfant, cet acteur, quand même, hein, avec ce monocle comme ça, pas de cheveux. Alors, il a mi-chemin entre la grosse calvoche et être chaud, hein, quand même. Ouais, bah, dans les années 40, c'était à la mode. Ouais, c'était la bogossitude, quoi, tu vois. L'homme mûr, l'homme d'expérience. Le mal alpha. Ça devait sentir, il devait mettre un petit peu, comment on appelle ça? L'Aquavelva? Tu sais, la crème qu'on met dans les cheveux, là, L'Aquavelva? Ça s'appelle comme ça? Je ne sais plus, je crois. Du Pento.
Ah, je connais pas ça, le Le Pento, c'est une sorte de crème grasse aussi, mais ça doit être l'équivalent de ce que tu dis, tu vois. Et je le vois bien avec son petit après-rasage brut, là, ou un truc comme ça. Tu sais, c'est ça. Le truc qui sent le mec, quoi, tu vois. Bah, c'est-à-dire que visuellement, il fait peur, le colonel Klink. Ouais, à partir du moment où il ouvre la bouche, à partir du moment où il s'exprime, tu te rends bien compte que tu ne risques pas grand-chose. Mais le personnage en lui-même, il est effrayant. Ouais. Avec tous les insignes de l'Allemagne. Cette tête de vautour un peu. Ouais. Le côté nez très fin, très aigle. Le monocle, ça joue énormément sur le personnage. Mais dès qu'il ouvre la bouche, c'est fini. Tu sais que tu risques rien. Ah bah, alors surtout en VF, hein. Bah, surtout en VF. Ah, ils ont pas aidé, là, quand même. Le pauvre. Ah, mais sur aucune des voix. Ils ont vraiment voulu accentuer, je pense, le côté on est des débiles profonds Ouais. avec les voix françaises. Parce que c'est une évidence, quoi. Oh là, les pauvres Allemands. Est-ce que tu peux nous parler du sergent Schultz? Mais évidemment, le sergent Schultz, c'est un sous-officier de la garde du camp. De forte corpulence, il est avant tout maladroit, très peu militaire, mais il possède un grand cœur. Et il est interprété par John Banner. Et mon personnage préféré, Schultz. Bah oui, il a fait quand même un hold-up, ce mec. Sur la série? Bah parce que tu vois, le mec, c'est même pas un personnage secondaire, c'est un personnage tertiaire quand même. Bah oui. Et en France, le nom de la série, c'est lui. Ouais. Papa Schultz. C'est quand même dingue quand même. Bah oui, clairement. Mais le personnage est super attachant et c'est ce que je te disais hier soir. Pour moi, c'est l'équivalent allemand du sergent Garcia. Non, mais t'as complètement raison. Le personnage est corpulent, il a sa moustache, il est débile profond, il est manipulable et Hogan et sa bande en profitent très très largement. Oh, attends, le mec. Et quitte à le mettre dans des situations pas possibles sans aucun remords, quoi. Tu vois, en même temps, c'est l'ennemi, tu vois. Mais, mais il est si attachant que t'as du mal à croire que ce mec-là soit responsable de la garde dans un camp de prisonniers. Il est trop choupi, quoi. T'as envie de lui faire un câlin, mais ce mec, et lui payer une bière, quoi. Mais oui. Et en plus, enfant, je me souviens très bien de Papa Schultz, grâce à lui. Bah oui. Mais c'est aussi en partie, je pense, à la VF. Ah, certainement, ouais. Certainement, ouais. Parce qu'il a une voix très particulière quand même. Et tu vois, là où on en avait parlé il y a quelques mois déjà, moi je pensais que c'était Roger Carrel qui le doublait, mais alors pas du tout. Non. Mais ça aurait très bien pu être genre Roger Carrel, parce que là, quand il parle, j'ai l'impression que c'est Benny Hill, quoi. Oui. Bah, Roger Carrel, je te dis, je l'ai vu dans un épisode, je l'ai entendu, il doublait un officier de la Gestapo, et je me suis dit, mais c'est Benny Hill, quoi. Quand Benny Hill faisait l'allemand avec la voix de Roger Carrel, c'était exactement la même chose. Avec ce côté un petit peu, ils avaient tous la même façon de parler, comme ça. Et avec sa voix très aiguë, légendaire, la voix de Roger Carrel. Je pense qu'avec Papa Schultz, ça aurait fonctionné très bien aussi. Tu m'as dit que ton personnage, toi, c'était Papa Schultz. Ouais. Mais si tu avais été dans cette série, t'aurais aimé être quel personnage? Ah, j'aurais bien aimé être du côté de Hogan, du coup, côté des prisonniers plutôt. Je pense que je me serais rapproché de Carter. Attends, Carter, c'est lequel? C'est le grand. C'est le grand, ouais. C'est le grand. Le grand, bah, il a sorti une phrase qui me parle énormément. Ah oui, tu m'en as parlé, ouais. Vas-y, raconte. En fait, à la fin, il y a un épisode dans lequel il se lance dans une mission dans laquelle il sait qu'il doit être arrêté. La réussite de la mission dépend du fait qu'il soit arrêté. Donc, il doit s'évader du stalag, se faire arrêter, revenir, fouiller pour qu'un microfilm contenant des fausses informations soit saisi par les Allemands et les mène à la déroute. Pendant la mission, il reçoit un courrier. Ils reçoivent des lettres dans ce camp de prisonniers. C'est très étrange, mais ils reçoivent des lettres de la famille. Et là, il reçoit une lettre de rupture de sa copine. Et donc, il décide de rentrer au pays, parce qu'ils peuvent s'en aller quand ils veulent, finalement, ces gens-là de ce camp de travail. C'est le Club Med, quoi. C'est le Club Med pour eux. Et finalement, il va faire sa mission. Pendant la mission, il rencontre une aubergiste. Et puis à la fin, le colonel Hogan lui a dit, si tu remplis cette mission, je te laisse rentrer chez toi sans aucun problème. Il remplit la mission, puis le colonel Hogan lui dit, bah, je n'ai qu'une parole, tu peux rentrer voir ta chérie. Et il dit, ah non, mais c'est fini avec elle. Non, moi je retourne voir l'aubergiste de la mission, là, tu vois. Et il a une phrase en sortant, il dit, les femmes, c'est comme la guerre, il y en a toujours une pour se présenter à notre porte, il y en a toujours une qui remplace l'autre. Et je trouve ça super drôle. Donc j'aime bien le personnage, j'aime bien sa façon de voir les choses, j'aime bien. J'aurais été Carter, je pense. Ouais. Carter, ouais. Je visualise pas vraiment dans un autre... Bob Crane, non? Ah non, trop de responsabilités. Trop de responsabilités. Mais ouais. Moi, je suis pas un meneur d'hommes, hein. J'ai jamais été. Mais il y a un côté quand même un peu séducteur. Je suis pas un séducteur. Ouais, séducteur. Non, je suis à la retraite. Arrête, quand on joue en ce moment là, toutes les femmes elles disent, oh mais Butch. Et tu as remarqué que ce ne sont que des femmes qui souffrent de presbytie, de myopie, de stigmatie. Il n'y en a aucune qui voit clair. Parce que si tu me regardes en gros plan, normalement, tu déchantes très vite. Non, séducteur. Non, Bob Crane, trop de responsabilités pour être, je suis pas un meneur, moi, je suis pas un leader. Non, t'es pas assez lisse pour être Bob Crane. Oh, tu le trouves lisse, lui? Ouais, c'est vrai qu'il est lisse. Ouais. Non, mais il est un peu lisse, il est très manichéen comme personnage, tu vois. Enfin, il est que gentil. En fait, je sais même pas pourquoi ce mec est le chef des autres.
C'est quand même incroyable. Parce que dans la série, c'est le seul qui a à peu près les pieds sur terre. Et oui, parce que c'est le plus gradé peut-être, tu vois. J'en sais rien, tu vois. Ou parce que c'est l'américain. Ouais. Oh, dis donc. C'est pas con ça. T'as remarqué hein. Parce que c'est un gros fan service des États-Unis. Hein. Oui, là, c'est limite un peu propagande par moment. Oui, c'est nous les plus forts. C'est grâce à nous que l'Europe est libre. C'est un peu que le monde est libre. Le monde est libre même. Oui, excuse-moi, je ne regarde qu'à mes portes, moi. Mais ouais, bien sûr, non, c'est du fan service pour les États-Unis cette série. Je pense que c'est pour ça qu'il a ce rôle de leader. Ouais. Et voilà, mais c'est pas le personnage que je préfère. Moi non plus. Ouais. Bon, vous avez compris, on n'a pas trop aimé le colonel Hogan. Non. Moi, celui qui me fait vraiment et encore, tu vois, je me verrais pas forcément. C'est Carter, quoi, tu vois. C'est celui qui est un petit peu, on va dire, un peu plus excentrique, tu vois, de tous. Je me vois tellement pas dans le français là, le beau. Non. Et pourtant, tu vois, je pense que en début, quand j'ai commencé vraiment à jouer de la comédie, je pense que j'avais un petit peu les mêmes défauts que lui, tu vois. Parce que t'as un côté solaire. Ouais, trop à vouloir en faire, tu vois, et tout. Et t'as mon prof de théâtre anglais, qui m'avait sorti Less is more. Et donc t'en fais moins et tu verras que tu dégageras le plus, tu vois. Et en fait, il avait pas tort, tu vois. Des fois, ne pas faire grand chose, tu dégages beaucoup de trucs, tu vois. Et si tu devais donner un mot à cette série, quel mot te viendra à l'esprit? Si je devais la qualifier? La qualifier, ouais. Ah, ça c'est une bonne question, tu me poses une colle. Si je devais la définir en un mot, je sais pas, paradoxal. Paradoxal, ouais. C'est joli. Hein, paradoxal. J'aime beaucoup. Parce que c'est une série qui a tout pour réussir. Après, c'est des modes de réalisation des années 60, donc tu sors très peu du champ contre champ plan large. Il y a pas d'effets, spéciaux, il y a pas de. Ah non, du tout, ouais. Mais les décors sont travaillés, les costumes sont travaillés. On parle quand même d'une série d'époque, avec des costumes d'Allemands, d'Alliés, avec des décors de baraquement qui sont plutôt bien faits. Les décors sont bien faits. La photographie de la série est plutôt bien faite. Ouais. Les personnages sont plutôt bien travaillés. Mais il y a un truc qui ne fonctionne pas. C'est très étrange. C'est comme si t'avais, je sais pas moi, une magnifique Ferrari avec un super moteur, avec un super intérieur, avec tout, mais l'ensemble ne va pas. Et on te met un petit sapin sur le rétroviseur. Et on te met un petit sapin, pire que ça, les dés. C'est les gros dés sur le rétroviseur. Avec la bouboute sur le volant. Là. Voilà, mais c'est exactement ça. Je pense que cette série, elle a tout pour réussir en termes de qualité. Clairement, c'est un beau produit fini, quoi. Mais je sais pas, il y a un truc qui colle pas, il y a quelque chose. Alors, est-ce que c'est le fait de vouloir insérer de l'humour dans un sujet qui est très compliqué? Ça serait, tu vois, 20 ans plus tard, ça serait très compliqué d'imaginer une série qui parle des terroristes qui ont préparé les attentats du 11 septembre, tu vois, par exemple. C'est à peu près ce qui se passe là dans cette série. C'est très, donc il y a quelque chose de particulier qui ne fonctionne pas, alors que tout est fait pour que ça fonctionne. Je suis assez d'accord, ouais. Voilà. Enfin, on voit qu'il y a du budget. Ouais, clairement. Parce que pour une sitcom, là, je trouve quand même qu'au niveau budget, ils sont très généreux. Ouais. Mais pour moi, le problème, c'est que des fois, tu navigues, comme tu dis, paradoxalement, entre deux séries. Parce que tu vois, t'as le côté genre, il y a des gadgets. Tu vois, genre, tu soulèves le robinet, ça te fait des jumelles pour regarder dehors, tu vois. T'as la niche en dessous, il y a des tunnels, des machins, il y a le petit côté un petit peu Scooby-Doo, Mike Iver, tu vois. Le périscope, c'est vrai, j'y pensais plus. Le périscope, dans les tunnels. Ouais, voilà, tu vois, il y a des trucs un petit peu comme ça. Mais tu trouves qu'en fait, c'est au niveau du scénario que ça pêche un petit peu, je trouve. Qui pêche, ouais. Parce que t'es jamais inquiet, tu rigoles pas forcément. Ouais. Enfin, avec nos yeux d'aujourd'hui. Peut-être qu'à l'époque, ils rigolaient, j'en sais rien, tu vois. Moi, ça me fait absolument pas rire. À part 2-3 trucs comme ça, par-ci, par-là. Et, limite maintenant avec mes yeux t'as l'impression que c'est genre limite un mockumentary, tu vois, genre je vois ce que tu veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a un truc, tu as l'impression que c'est un documentaire mais parodique. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui fonctionne pas. À quel moment tu fais une série qui se déroule dans un camp de prisonniers en Allemagne, dans les circonstances qu'on connaît dans les années 40, et où t'as aucune tension? Il y a aucune tension, c'est ça. Il y a aucun vrai danger, quoi. Ouais. Le mec, il s'évade, exprès pour se refaire capturer. Il sait qu'au pire, il va prendre 30 jours d'isolement. Ça va être là. Enfin, voilà. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas parce qu'on connaît la réalité de ce qui s'est passé en tant qu'Européen, je pense qu'on la connaît, quoi. Oui. Voilà. Puis en tant qu'Alsacien. Ouais. Enfin, en tout cas, de personnes qui vivent en Alsace, quoi. Nous ne sommes pas des Alsaciens. Mais, je dirais avec toute l'histoire locale, c'est compliqué de passer à côté. Et du coup, c'est ça qui ne fonctionne pas. Il y a un côté surréaliste qui ne peut pas prendre dans ce genre d'éléments. Je suis complètement d'accord là-dessus, ouais. Voilà. Et en plus, je sais pas si t'as remarqué, mais tous les épisodes sont construits de la même façon. Ouais. Bah ouais. Et en fait, moi, j'avais jamais remarqué ça, quand j'étais enfant, parce que moi, je découvrais un épisode jour après jour.
Bon, je m'en souviens d'aucun lorsque j'étais enfant, hein, on est d'accord. Mais là, quand Non, je les ai tu as la matés, sensation. là, j'ai essayé même d'en mater 2 dans la même journée et c'était compliqué. Parce que je me dis, oh putain, en fait, ok, ils vont jamais être inquiets, ils font style qu'ils sont inquiets, il va rien leur arriver, ils vont avoir la solution pour résoudre le problème avec la solution Trust me, bro. Oui, parce qu'en fait, sous notre lit, en fait, il y a un tunnel avec des provisions, donc on sera jamais à court de bouffe. On va faire du troc. Ah tiens, tu cherches quoi? Une voiture? Bah ça tombe bien, il y en a une tout seul. Mais même au-delà de ça, ils ont carrément une station de communication. Ouais, c'est ouf. Ils ont une station de communication planquée en dessous. Ouais. Non, mais c'est de la folie furieuse. Il y a rien qui peut marcher là-dedans, quoi, tu vois. Il y a rien. Tu sais, même, je sais pas si tu l'as vu cet épisode, en fait, où ils doivent construire un avion dans un hangar quand même. Non, je l'ai pas vu celui-là. Donc en fait, ils vont, leur excuse, c'est qu'ils vont faire une connerie dehors pour repeindre le hangar de l'extérieur et en même temps construire un avion. Et il y a pas de garde dans ce. Tu vois, quand tu regardes Prison Break, ils sont souvent emmerdés les prisonniers quand ils veulent s'échapper. Tu vois, t'as la tension. Tu te dis, au bout de 23 épisodes de la saison 1 de Prison Break, t'es sous tension. Là, au bout de 6 épisodes, les mecs ils construisent un avion, ils peuvent s'échapper et il y a pas de problème. Même problème constaté. Il y a un épisode où ils doivent sortir du camp. Je ne sais plus pour quelle mission, mais ils doivent sortir du camp. Et ils décident d'aller allumer un feu dans la forêt, l'autre côté du camp. Donc, ils sortent du camp, littéralement, par les tunnels, pour aller foutre le feu en forêt, pour revenir dans le camp, pour aller voir le colonel en disant, regardez, il y a du feu là-bas. Et que le colonel dit, ah, bah, envoyez vos hommes pour l'éteindre. Tu vois, c'est complètement débile. Il y a rien qui va. Je veux dire, scénaristiquement, c'est vraiment, comment on peut faire en sorte qu'ils sortent, mais, qu'ils utilisent les tunnels, comme ils l'ont fait dès le départ. Ils auraient gagné 20-25 minutes, tu vois. Et la mission était déjà remplie. Donc, en fait, il y a des trucs, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas, parce qu'il y a des choses qui sont débiles pour justifier le scénario, ou justifier le point d'importance du scénario, mais dans la réalité, n'aurait aucun sens, en fait. Ça n'a pas de sens, ouais. Bah non. C'est comme dire, ah zut, j'ai oublié ma clé à l'intérieur, je vais rentrer à l'intérieur pour chercher ma clé pour pouvoir rentrer, tu vois, ça n'a aucun sens. L'exemple est parfait, l'exemple est tellement ça, là. Donc voilà, et c'est ça qui ne fonctionne pas. Après, t'as des gags qui sont très bons. Il y a un épisode. Oui, il y a des gags qui sont très bons, oui. Il y a un épisode où ils doivent creuser un tunnel pour rejoindre des femmes qui ont été arrêtées, qui sont dans un campement juste à côté. Et le colonel dit, combien de temps il vous a fallu pour creuser ces 300 mètres, là? Il dit, 15, 16 jours, tu vois. Et combien de temps il vous faudrait pour aller jusqu'au baraquement des femmes? 20, 30 minutes. Tu vois, là, ça marche bien. Mais voilà, ce genre de gag sur 24 minutes d'épisode, c'est très relou, quoi, ou non. Moi, il y a un truc qui m'avait fait quand même rire, oui, parce que là, depuis tout à l'heure, on dit pas des bonnes choses de la série, mais il y a quand même des trucs rigolos. Les chiens, par exemple, parlons-en des chiens, c'est qui sont aussi des alliés, finalement. Oui. Parce que même quand ils se font courser par les chiens, au bout d'un moment, ils leur disent stop, et les chiens, ils s'arrêtent, quoi, tu vois. Ils jouent à chat, en fait. Ils jouent à chat, ils jouent à chat avec les chiens. Chope le prisonnier, tu vois, c'est ça, tu vois, va chercher. Non, mais il y a des trucs quand même qui sont drôles. Le côté, moi, j'aime bien le côté bricole, là, justement, ils soulèvent le robinet, ça fait un périscope, des machins comme ça, tu vois, c'est assez drôle. Mais c'est vrai que c'est pas assez, moi, pour me faire tenir les 20 minutes. Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il y a des tas d'éléments qui sont bons. La photographie, les décors, les costumes. Il y a des vannes qui sont très drôles. Il y a des accessoires de décors qui sont super bien imaginés, bien faits. Mais quand tu assembles le tout, ça ne va pas. Tu peux avoir les meilleurs produits du monde. Je peux te prendre le meilleur camembert de France, avec la meilleure courgette je sais pas, de Nice, avec la meilleure pâte à pain, je sais pas, d'Italie, etc. J'assemble les trois ensemble, ça ne va rien donner de bon, tu vois. Et pourtant, chaque produit individuel est très bon. Cette série, c'est un peu ça. Quand tu prends les éléments un par un, tout est nickel. Et quand t'assembles, ça fonctionne pas. En fait, c'est un diplomate de Rachel Green. C'est exactement ça. C'est exactement ça, avec la crème anglaise, la purée, les petits pois, la viande hachée, les biscuits. C'est exactement ça. Tout à part, hein, c'est bon, mais quand t'assembles tout, à part si t'appelles Joey Tribbiani, voilà, c'est dégueulasse normalement, quoi. Joey, il est joué par qui déjà? Marc Blanc. Oh, tu t'en es souvenu. Oh, ça me fait plaisir, mais ça me fait plaisir. Quand le texte est bon, on se souvient. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu conseillerais cette série à quelqu'un qui aurait possiblement envie de la regarder? C'est pas la première série que je recommanderais, tu vois. Enfin, après, dans quel but, quoi, tu vois. S'il y a un but de regarder des vieilles séries.
Ouais, de vieille série, ouais. Alors, non, parce que tu vois, tu pourrais très bien le dire, tu pourrais bien dire à quelqu'un, bah, tiens, pour la réalité historique du truc, regarde, mais je pense pas que ça, voilà, ça marchera pas. Tu vois bien, moi j'ai regardé pas mal d'épisodes là ces 2 derniers jours. À un moment, tu satures très vite, quoi. Ouais, tu satures. Non, mais c'est incroyable. Tu satures super vite, quoi. Tu satures super vite, ouais. Donc, je la recommanderais pas. Je suis même avec toi. À la rigueur, tu vois, si tu devais me demander une série sur la Seconde Guerre mondiale, je te dirais comment elle s'appelait déjà, les Têtes brûlées avec Papy Boyington. Je connais pas du tout ça. Une série qui se passe plus sur plus du côté de la bataille entre le Japon et les États-Unis, mais qui retraçait l'histoire d'une compagnie militaire d'aviation américaine dans la mer du Japon. Et voilà, là, pour le coup, c'était plus proche de la réalité. En plus, je crois que c'était tiré d'une histoire vraie. En partie, en tout cas, d'un personnage qui a existé. Donc voilà, pour la réalité historique, je te conseillerais pas cette série-là. Clairement pas. Pour l'humour, je te la recommanderais pas spécialement non plus. Ouais, c'est pas... tu rigoles peut-être 2 fois. En fait, je dis tu rigoles, mais tu souris. Ouais, tu souris plus que tu ne rigoles. Ouais. J'ai pas eu d'éclat de rire en voyant un truc, tu vois. J'ai pas été figé. Je la recommanderais pas pour l'humour. Je la recommanderais... non, je la recommanderais pas. Il y a un truc qu'on n'a pas parlé non plus, mais c'est par exemple la vision des femmes dans cette série. Oh mon Dieu, bah je la recommanderais pas non plus pour ça. Ah ouais, tu vois, c'est là où je voulais en venir, parce que là on est même pas sur, on est même plus sur du machisme. Là, on est on est sur du harcèlement. Limite, enfin toutes les femmes sont considérées comme là vraiment des proies, quoi. Hein, là, ouais. Comme dans James Bond. C'est ce que je te disais tout à l'heure. En ce moment, je me refais les vieux James Bond, Opération Tonnerre, Dr No, Vivre et laisser mourir. Enfin tout vraiment les vieux entre Sean Connery et Roger Moore. Waouh, enfin c'est terrifiant, quoi. Et c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que quand Hogan veut une femme, d'abord il l'embrasse et ensuite il lui demande s'il peut, tu vois. Tu sais de toute façon que dès qu'il y a une femme, Hogan va l'embrasser. Voilà. Et ça c'est assez gênant. C'est assez gênant et trop redondant, tu vois. Beaucoup trop. Ouais, beaucoup trop. Et tout ça pour dire que dans Papa Schulz, les femmes n'avaient vraiment... Enfin, elles devaient pas recevoir une note de service avec écrit leur personnage, quoi, tu vois. C'est ça. Après, si on veut vraiment être honnête, la série se passant dans les années 40, les femmes à cette époque-là, ça traitait vraiment de la façon dont on traitait les femmes à cette époque-là, tu vois. Oui. Pas comme une égale, en tout cas, tu vois. Donc, déjà, alors oui, pas dans la vie et encore moins au cinéma, quoi. Et encore moins au cinéma. Mais là, pour le coup, il y a... Alors, attention, je mets d'énormes guillemets, il y a une excuse. Il le fait vraiment, hein. Voilà. Je confirme qu'il a fait les guillemets. Oui, je mets d'énormes guillemets. Il se fout pas de votre gueule, hein. Mais voilà, historiquement, voilà, alors, effectivement, dans les années 40, je pense que le consentement encore moins que maintenant, on avait quelque chose à faire. Il y avait pas des campagnes d'affichage sur le consentement. Non, il y avait pas ça. Donc voilà, là pour le coup, ça retrace une réalité historique. Après la question elle est vaste, hein. Ouais. Est-ce qu'on doit servir de modèle et puis montrer qu'il y a des comportements différents, ou est-ce qu'on doit s'attacher à la façon dont ça se passait réellement à l'époque? Quand t'es réalisateur, ça doit être compliqué de voilà. Bah surtout quand tu fais une comédie comme ça, quoi. Bah oui. Voilà, donc vous l'avez compris, on est assez mitigé quand même sur cette série. Ouais. On a quand même quelques petits bons trucs. On les a pas forcément dit là, mais oui, ça révèle plus des petites vannes qui nous ont souri. Mais c'est vrai qu'on s'est pas tordu de rire. On n'est pas super fan non plus des Alliés. On n'est pas fan. On est peut-être plus fan des. Là, je suis plus fan des Allemands que les Alliés dans cette série-là. Parce que du coup, vu qu'ils sont drôles, ils sont cons, ils sont un petit peu touchants. Ouais, presque t'as de la peine pour eux, quoi. Tu diras. Il faut un peu pitié, quoi. Du coup. Aux Alliés. Je t'avoue que oui, moi j'étais très déçu. Non, mais j'avais un souvenir d'enfance où je regardais assez régulièrement cette série. Et là, quand j'ai maté ça, quand tu te dis, j'arrive pas à mater 2 épisodes de suite parce que c'est relou, tu te dis aussi que tes goûts, toi, ont évolué, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, quoi, de toute façon. Puis la façon de filmer les choses, la façon de raconter les histoires a changé depuis les années 60. Mais clairement, ouais. Là, je te disais, tu vois, par exemple, sur les techniques de réalisation, champ contre champ, plan large. T'as 3 types de plans possible. Ouais. Ça s'arrête là, il y a pas de suivi de caméra, il y a pas d'effets spéciaux, il y a rien, c'est voilà, c'est presque du théâtre filmé, quoi. Ah bah clairement, ouais. Et puis même, tu vois, au niveau de l'écriture, t'as pas d'arc narratif. C'est ça. Tu vois, c'est vraiment indépendant des autres épisodes. Ouais, ça c'est l'avantage. Par contre, tu peux regarder l'épisode 1 suivi du 16, suivi du 23, suivi du 32. Il y a aucun problème de compréhension. Il y a aucun problème de compréhension, vous allez comprendre, hein. Voilà. Alors, que sont-ils devenus? Alors, je mets un petit disclaimer. En fait, ils sont tous morts.
Je me doute un peu, ouais. On va vous dire l'âge à peu près à laquelle ils sont morts et les raisons. Donc ne soyez pas choqués. Voilà. Donc peux-tu nous parler de Bob Crane, s'il te plaît? Bien sûr, Bob Crane, évidemment, qui interprète Hogan, on en a parlé tout le long de l'épisode. Il aura une après-carrière tumultueuse. Il va tourner dans 2 Disney, Superdad et Gus. Superdad, ça me dit rien du tout, ce film. Ouais, mais je crois que c'est dans celui-là. Je crois qu'il est sur une planche de surf, un truc un peu chelou. Mais c'est des films, hein. D'accord. Non, mais ça me donne, ouais. Non, bien sûr, mais ça me donne Mais envie je serais de assez voir. curieux de les regarder, moi. Ouais, pareil, du coup. Il aura droit à sa propre série, The Bob Crane Show. Et il a été retrouvé battu à mort pendant son sommeil en 78. Il avait 49 ans. Oh oui, alors c'est là où je vais en venir. Hein. C'est pas un fun fact là pour le coup. Donc les oreilles sensibles, bouchez-vous les oreilles, Bouchez-vous. parce que là c'est un sad fact. En 2002 sort le film Autofocus basé sur la vie de Crane. Crane était addict au sexe et avait l'habitude, à l'aide d'un de ses potes qui s'appelle John Carpenter, hein, pas le réalisateur mais un homonyme. J'ai eu peur. T'as eu peur. Hein. Ils avaient l'habitude de filmer leur ébat. Alors est-ce que les femmes étaient au courant? Le mystère reste entier. Certaines disent oui, certaines disent non. On en reparle en fin d'émission. C'était compliqué dans les années 60 de filmer les ébats. Déjà avec le Technicolor. Oui, parce que j'allais te dire, comment tu peux ne pas être au courant dans les années 60 la taille des caméras portatives. Je veux dire, littéralement, c'est des voitures. Ça devait faire un bruit de frigo surtout. Oui. Mais mais attends, toi, je me pose la question. Ça, c'est vraiment au premier degré. Si tu sais pas à quoi ressemble une caméra, est-ce que tu sais que c'est une caméra? Premier degré, je pense que dans les années 60, on savait quand même à quoi ça ressemblait. Je sais pas, parce que nous, tu vois, on parle, parce que nous, moi, je sais à quoi ressemble la dernière caméra qui va sortir, parce que je suis abonné à des reels qui me parlent de technologie, mais à l'époque où l'information était, on va dire, pas très mondialisée, peut-être, pas très aussi... Très spécifique, en tout cas. Ouais, tu vois, est-ce que tu sais à quoi ça ressemble? J'en sais rien. En fait, vraie question. Ça n'excuse pas tout ce qu'il a pu faire par la suite, tu vois. Après, c'était filmé par son pote, tu vois. Donc, là, t'as carrément une caméra avec un mec derrière qui est en train de te regarder pendant que tu t'envoies en l'air. Ils étaient les deux dans les ébats, en fait, et il y avait la caméra qui filmait toute seule, en fait. Ah, sur pied? Ouais, donc je pense, Je prends des notes, hein, parce que ça m'intéresse énormément. On croit pas, quand je te parlerai du film après, tu n'auras pas envie de le faire? Non, D'accord. non. Ok. Ivan Dixon, qui interprète Kinch, quittera la série à la fin de la 5e saison. Par la suite, il deviendra réalisateur et va réaliser beaucoup d'épisodes de séries connues comme L'Agence Tourisque, Magnum ou Code Quantum. Ah, Code Quantum. Mythique. Il décédera en 2008 à l'âge de 76 ans. Peux-tu nous parler de Larry Avis, s'il te plaît? Bien sûr, Larry Avis, qui interprète le sergent Carter, donc un de mes préférés finalement. Lui, il continuera sa carrière en allant sur les planches. Il jouera dans la pièce The Best Little Warehouse in Texas, comprenez la meilleure maison close du Texas. Il montera sa boîte de production pour créer et animer des jeux télévisés et il finira sa carrière en tant que prof à l'Université du Texas. Il décédera en 2003 à l'âge de 67 ans. Alors, Robert Clary Cocorico, qui interprète Le Beau, jouera dans Les Feux de l'amour dans les années 70. Mais non. Eh oui. Et t'imagines, déjà, attends, il y a 2 trucs. Il y a 2 claques, là, quand même. Ouais, déjà 70. 70. Les Feux de l'amour. Les Feux de l'amour, hein, quand même. Hein. Que j'ai connu en 90. Non, mais attends, mais pareil. Et puis moi, j'ai grandi avec ça, ma grand-mère qui regardait ça, quoi. Donc, Mais ça existe encore ou pas? je crois qu'ils ont annoncé la fin. Mais quand t'annonces la fin d'un soap opéra, c'est peut-être pour dans 2 ans, quoi, tu vois. Ouais, oui, parce que entre le moment où c'est diffusé chez eux, et voilà, tu vois, donc, Victor Newman. Ah, ben oui, mais le plus connu, quoi. Comment il s'appelle l'autre, là? Christy. Je sais pas. Je me souviens que de Victor Newman. Essayons de nous souvenir que des bons trucs quand même. Oui. Donc oui, notre Robert Clary décédera en 2022 à l'âge de 96 ans. Et il a quand même tenu longtemps. Il a tenu longtemps. Et attends, petit fun fact. Clary a écrit un livre, From the Holocaust to Hogan Heroes. En effet, Clary a été dans un camp de concentration durant la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup lui ont demandé s'il n'avait pas été traumatisé en jouant un prisonnier dans Papa Schultz. Et ce à quoi il a répondu, et je paraphrase, ne pas confondre camp de concentration et camp de prisonniers. Ah oui, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mais non. Je trouve ça quand même dingue. T'imagines, il a dû voir parce qu'il a perdu toute sa famille, le mec. Hein. Mais surtout, je me dis que 96, il aurait eu 100 ans en 2026. Donc, il est né en 26. Donc, il avait la vingtaine pendant la... Ah ouais, non, mais il a connu vraiment toutes les horreurs. Il était en premier lieu, tu vois. Il a perdu toute sa famille et tout. Et le mec, il réussit à tourner dans une série qui parodie, qui vulgarise la guerre, quoi, tu vois. Ouais. Alors, tu vois, autant le personnage de Le Beau, je l'aime pas du tout. Ah ouais, non, autant l'acteur... Autant l'acteur Coronès, quoi. Hein. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de Richard Dawson? Richard Dawson qui interprète Newkirk, qui va poursuivre sa carrière, lui, à la télévision, dans les jeux télévisés. Il est le premier présentateur de la version américaine de La Famille en Or.
Non, c'est ça. Ah, si, c'était ça, ouais. Patrick Roy au début. Il y avait Risoli. Il y en avait un que je m'en souviens pas. J'ai vu les photos. Ah oui, Chabrol. Claude Chabrol. Chabrol, voilà. Claude Chabrol, qui faisait la météo. Oui, au mais début. il est devenu quoi, ce mec? Il a fait la météo très longtemps sur TF1. Il a animé La Famille en Or. Et ensuite, il faisait la météo sur Europe 1. Ok, bon. Ah ouais. Bah ouais, donc voilà notre Newkirk, qui est le premier présentateur de la version américaine de La Famille en Or. Voilà. Et qui décédera en 2012 à l'âge de 79 ans. John Banner, qui interprète Schultz, ne fera pas grand-chose après la série, car il va mourir à l'âge de 63 ans en 1973, soit 2 ans après l'arrêt de la série. Eh ben. Triste, hein? Bah ouais. J'ai même pas connu de mon vivant, moi. 63 ans, c'est jeune, hein. Werner Klemperer, qui interprète Klink, et lui, il aura une bonne carrière à la télévision. Il est à noter qu'il a fait un film en 68 qui s'appelle Les rêves érotiques de Paula Schulz, avec un certain Bob Crane et John Banner, si ça vous dit quelque chose. Mais c'est quand même marrant, le titre Paula Schulz, ça me fait penser tout de suite à Papa Schulz, tu vois. Oui, tu vois. Oui. Et en plus, avec Bob Crane et John Banner, des gens, en fait, qui jouent dans la même série que lui, est-ce que des producteurs n'auraient pas voulu un petit peu capitaliser sur le succès de la série, tu vois? Je ne sais pas, mais du coup, j'ai très envie de voir ce film pareil, maintenant. ça a l'air complètement... Mais déjà, à quel moment tu vois un film qui s'appelle Les rêves érotiques de Paula Schulz, c'est bizarre. Faut vraiment porter des chaussettes claquettes pour être émoustillé par ce machin-là, qu'on est d'accord. Donc oui, Werner, lui, décédera en 2000 à l'âge de 80 ans. Voilà, déjà un âge plus raisonnable pour oui, partir. c'est raisonnable. D'ailleurs, j'ai un petit fun fact. Il reprendra son rôle de colonel Klink dans la série Batman et dans un épisode des Simpsons. Dans la série Batman, Des série années- animée. Non, la série live des années 60, là, avec Adam West. Ah, celui où il a un costume en lycra, là. Ouais, voilà. Il Mais joue non. dedans. Il y a des photos, je les mettrai sur Instagram. Le Colonel Klink, là-dedans. Ouais. Dans les Simpsons, ça me dit quelque chose. Maintenant Mais- que tu me le dis, ça me dit quelque chose. Tu vois qu'en fait, son rôle, il a quand même marqué Ouais, la pop culture. C'est quand même fou, hein. Ouais. Alors, mon cher Butch, je vais revenir au tout début de l'émission où je te parlais de Albert S. Ruddy. Oui, celui où tu nous as dit, faites bien attention, ça va revenir. Eh ben oui. Eh ben, on y est. Eh ben, en plus d'avoir co-créé Papa Schulz, monsieur a produit des films tels que Le Parrain, $1 Million Baby, mais aussi Walker Texas Ranger. Ah, la série qui a bercé nos dimanches après-midi. Non, mais quand même, tu passes du Parrain à Walker Texas Ranger quand même. Ah, il y a un grand écart. Il y a un grand... c'est vrai. Il y a un Chuck Norris. Il y a un Chuck Norris entre les deux. Attention, le parrain, non, c'est deux immenses. Il a produit que le premier Parrain. Le deuxième, il a dû se dire, ouais, non, pas ouf. T'es le meilleur. Francis, t'as chié là, t'as chié dans la colle. C'est vraiment de la merde. Hein. Ça fera pas un film culte, hein. Crois-moi sur parole, hein. Attends, j'en sais quelque chose, j'ai quand même fait Papa Shoot. Attention, ça va rester dans les annales. Je vais maintenant vous parler de Autofocus, hein, comme promis. C'est un film adapté du livre The Murder of Bob Crane de Paul Schrader avec Greg Kinnear, je sais pas comment on prononce, et William Dafoe. Le comédien? Ouais. Oh. Le film raconte le début de la gloire de Bob Crane jusqu'à sa disparition. On y voit Bob avec son addiction pour le sexe. Et là, je l'ai maté il y a pas très longtemps parce que je l'ai loué à la bibliothèque. Parce que je l'avais vu enfant, figure-toi, ce film. T'as regardé des trucs trop chelous dans ta jeunesse. Mais moi, à l'époque, si tu veux, j'étais content parce que je voyais des gros lolos en film, tu vois, parce qu'il y a vraiment beaucoup de paires de loges dedans. Hein, parce qu'en fait, Bob Crane avait une addiction aussi pour les gros seins. D'accord. Et en fait, tu vois vraiment son addiction au sexe. Le film démarre, en fait, il est en famille, vraiment, il est le gentil gars, tu vois, il est animateur radio et tout, on lui propose le film et tout, la série Papa Schulz, et là, ça part en couille. Là, il rencontre un mec qui s'appelle, comme je te l'ai dit, John Carpenter, donc qui n'a rien à voir, je le dis encore une fois, avec le réalisateur, hein, qui en fait se vante de vendre du matériel audio et vidéo, genre à Elvis Presley de mémoire, d'accord, et à d'autres personnalités connues. Et il s'avère que à une soirée comme ça, il rencontre des meufs et tout, et ça part en partouze. Tu vois. Ça, je vois bien. Ouais, ça, et en fait, ils se sont dit, et si on filmait ça, tu vois. Et le mec, il va filmer tous ses ébats, mais genre, il va pas avoir 10 relations sexuelles dans sa vie, le mec. Il va aller vraiment à droite, à gauche. Il va y avoir vraiment plusieurs partouzes. Tu vas voir en fait la relation tumultueuse avec John Carpenter aussi, parce que pendant un moment, dans une partouze, il va lui toucher le fiac. Ouais. Donc Bob Crane pas content, genre tu refais ça, je te mets un coup de bout, tu vois. Ok, c'est peut-être ce qu'il voulait d'ailleurs. Hein. Pardon.
Vas-y, poursuis. Et en fait, tu vas voir qu'en fait, ça va cette addiction, ça va lui... j'ai envie de dire lui niquer sa vie. Ça va niquer sa vie de famille, du coup, parce qu'il va divorcer plusieurs fois. Et aussi sa carrière, parce que vraiment, le mec, il pensera qu'à ça. Il y a même une scène qui m'a choqué, là. Il était invité à une émission de cuisine, tu sais, comme Maïté ou Laurent Mariotte, comme tu veux. Et il y a au premier rang, une meuf, une spectatrice, qui a un énorme décolleté. Et le mec, pendant l'émission, en fait, il va parler du décolleté de la bonne femme et tout. Wow, genre, chaud. En gros, c'était genre, vas-y, prête à un, tu vois, en direct, quoi, tu vois. Chaud, j'avoue. Chaud, tu vois, il prenait des photos de toutes les meufs avec qui il avait couché et tout. C'est le Charlie Sheen de l'époque. Ouais, non, mais il avait carrément un album photo chez lui quand il vivait avec sa femme, quoi, tu vois. Mais non. Un truc de dingue. Non, mais Non, mais vraiment glauque, tu vois. Ouais, bah oui. Il va se marier aussi. Alors, on la voit pas dans la série, parce qu'on voit la secrétaire, là, dans la saison 1, mais dans la saison 2, c'est une autre actrice qui la remplace, et il va se marier avec cette actrice, tu vois. Ok. Et elle connaîtra un petit peu les agissements de monsieur envers les autres femmes, tu vois, et tout. Mais là aussi, ça va déraper. Et au final, la dernière scène du film, en fait, tu vois Bob Crane se faire assassiner par un trépied de caméra. Et pendant de longues années, tout le monde a cru que c'était John Carpenter, mais on saura jamais la vérité, parce qu'il a fait, je crois, 6-7 ans de prison, et il est mort 3 ans après. D'accord. Potentiellement innocent. Je suis pas sûr à 100%, parce qu'en fait, il y a eu un dilemme. Je crois que Bob Crane voulait vraiment arrêter. Il voulait vraiment se ranger, il en avait marre. Ouais. Il voyait que l'addiction au cul, ça... C'est sans fin. Ça lui apportait pas des bonnes choses, quoi. C'est sans fond. Il y a pas de fin. Sauf que John Carpenter, lui, voulait toujours continuer, parce que grâce à Bob Crane, lui, il avait plein de meufs, tu vois. Bah oui, logique. Mais après, à un moment, il s'est dit stop, quand même. Bah, on saura jamais vraiment, en fait, parce que, alors, c'est marrant, parce que quand je lis le Wikipédia comme ça de Autofocus, là, il y a la famille qui dément un petit peu, dont l'actrice qui faisait la secrétaire, qui dément un petit peu tous les agissements qu'il y a dans le livre et dans le film. Mais bon, il y a pas non plus, quand tu écoutes les témoignages, les machins comme ça, t'as l'impression quand même, bon, vous couvrez pas un ange, là. Hein. Oui, oui. Mais bon, après, il est mort, hein, c'est comme ça. Il était un peu chez père, hein, quand même. Ouais. Un peu chez père. Ouais. Voilà, donc c'est la fin de cette émission consacrée à Papa Schultz, qui n'aura pas duré une demi-heure pour le coup. Non, bah je suis désolé. Hein, on va sur les 2 heures, là. Ouais, je pense que tu vas plus jamais m'inviter, finalement, quand on y repense. Et le truc, c'est qu'en plus, on n'a pas tant digressé que ça. Moins que pour me sortir bien aimé, non. Mais c'est marrant parce que ça dure plus longtemps, du coup. Mais, va falloir faire des coupes, peut-être, là. Peut-être. Va savoir. En tout cas, merci de nous avoir suivis. On vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez suivi jusqu'au bout. Si vous avez écouté jusqu'au bout, commentez sur Instagram. Vous écrivez le mot chipolata. Allez, qu'importe la journée, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Je vous dis à très vite. Bye bye. Chipolata. Merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de Ma Sitcom Bien-Aimée. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à claquer un pouce, à balancer un cœur ou à écrire un commentaire. En attendant, je te kiffe, je te bise et je te donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Allez, ciao!